Chapitre 4. Passé incorporé et inconscient. Je vois comment les faits passés ont préparé le présent. Sigmund Freud. Lettre à Fliess du 27 octobre 1897. La naissance de la psychanalyse. L'un des grands composants de la formule générale d'interprétation des rêves est ce que la sociologie appréhende sous la forme d'un passé incorporé. La nature exacte de ce passé fait corps. La question de la constitution, du renforcement ou de l'ajustement des schèmes ou des dispositions au cours de séries d'expériences socialisatrices plus ou moins cohérentes. La façon dont ces schèmes ou ces dispositions se transposent dans le rêve sous la forme de schèmes oniriques. Le caractère inconscient, quoique non refoulé, de ce passé incorporé. Voilà ce qui retiendra ici notre attention. Les rêves, comme n'importe quelle autre forme d'expression, et les formes d'expression comme n'importe quelle autre pratique, sont hantés par des schèmes ou des dispositions qui sont les témoignages d'un passé, sédimenté à l'intérieur du corps socialisé du rêveur. Pour les comprendre véritablement, il faut donc retrouver derrière un récit de rêve apparemment incohérent les structures historiquement, biographiquement constituées qui s'y manifestent. On ne peut ici qu'adhérer au réalisme de la structure qui faisait dire à Thomas M. French et Erika Fromm que le système logiquement articulé que nous cherchons est déjà implicite dans une structure cognitive non verbalisée qui sous-tend tout ce que le patient dit et fait. Et que notre tâche fondamentale est de rendre visible cette structure cognitive sans la détruire. La structure en question, ou plus exactement, les structures qui président à la production des rêves, comme de tous les autres actes ou formes d'expression, préexistent à l'analyste et sont les produits d'une histoire incorporée. Il s'agit des schèmes ou des dispositions intériorisées par les individus. Les concepts de schèmes ou de dispositions, mais c'est vrai aussi de toute une série d'autres concepts, comme celui de structure, sont un véritable défi au positivisme, puisque celui-ci exige de voir les choses pour en accepter l'existence. Un schème ou une disposition sont des réalités qui ne s'observent pas directement, mais que nous devons présupposer actifs pour pouvoir expliquer la cohérence de ce que nous observons. Par exemple, une disposition ascétique peut se manifester aussi bien dans le rapport passé au travail scolaire, dans son rapport présent au travail, dans les manières de gérer son budget familial, dans ses choix sportifs et sa façon de pratiquer ses sports, etc. Dire que personne n'a jamais vu une disposition ou un schème pour réfuter le dispositionnalisme est une erreur grossièrement positiviste. Aucun dispositionnaliste n'a jamais prétendu qu'une disposition est observable. Ce qui est observable, ce sont les effets qu'elle produit dans les pratiques et les représentations. C'est de cette manière que l'anthropologue états-unien Ralph Linton argumentait à propos de l'intérêt du concept de personnalité ou de structure de la personnalité. Il n'est pas question d'ailleurs de l'observer directement. On ne peut qu'inférer ses propriétés du comportement explicite, overt behavior, où elles trouvent leur expression. Allons plus loin. La seule raison qu'on ait d'admettre la personnalité en tant qu'entité agissante et permanente, c'est une certaine cohérence dans le comportement explicite de l'individu. Que l'individu reproduise les mêmes réponses aux mêmes stimuli alors que ces réponses sont complexes et ne peuvent manifestement pas être tenues pour instinctives. C'est là le seul indice qui permette de penser qu'il organise et conserve de quelque manière son expérience. Sigmund Freud mettait lui aussi en place un raisonnement dispositionnaliste implicite lorsqu'il distinguait les pensées latentes ou le contenu latent du rêve
des pensées manifestes ou du contenu manifeste. La notion de latence renvoie à une existence virtuelle, en puissance, non manifestée mais potentiellement manifestable. Le statut de l'inconscient est donc proche de celui de la disposition. C'est un passé incorporé qui est structurant, mais qui ne se manifeste que dans des occasions ou des circonstances données. Mais latent renvoie aussi parfois à caché ou dissimulé, ce qui a permis à Freud de développer sa vision contestable du censuré, déguisé, caché. Pourtant, le caractère invisible et néanmoins structurant de l'arrière-plan est la propriété du schème ou de la disposition, et non l'effet d'une censure. Dans ce chapitre, il sera question des différents modes de retour du passé incorporé dans le présent, sous la forme de souvenirs, d'expressions symboliques telles que le jeu ou le rêve, ou d'actions, de l'apport des neurosciences, de la psychologie et du dispositionnalisme sociologique en manière d'étude des phénomènes d'intériorisation des régularités objectives et d'anticipation pratique, des schèmes oniriques qui sont liés aux schèmes et dispositions socialement constitués, et de la critique de l'événementialisme de Freud qui cherche trop souvent à mettre au jour des événements marquants de la petite enfance, au lieu de chercher à reconstituer les séries d'événements récurrents relativement analogues qui laissent les traces les plus significatives sur le passé incorporé de chaque individu. Les modes d'actualisation du passé incorporé. Freud distinguait deux modes de retour du passé incorporé dans le présent. Le premier est la remémoration consciente, le souvenir, et le second consiste en une répétition vécue d'un schème, relationnel ou affectif, qui relève de l'actualisation non consciente, au sein de la cure analytique, avec le phénomène de transfert sur la personne de l'analyste, ou dans la vie ordinaire, de disposition incorporée. Cette distinction est fondamentale et doit être gardée à l'esprit pour éviter de réduire le retour du passé dans le présent au seul souvenir, ou de parler des effets de l'habitude dans la langue du souvenir, comme le faisait Piaget lorsqu'il écrivait que l'enfant se borne d'abord à appliquer les schèmes qu'il connaît. Le tout était justement de se les rappeler au bon moment et de les adapter à la situation actuelle. Car on ne se rappelle pas un schème cognitif ou sensiromoteur comme on se rappelle d'un événement passé. La mémoire habitude, comme disait Bergson, n'a rien à voir avec la mémoire souvenir. Habitude plutôt que mémoire, elle joue notre expérience passée, mais n'en évoque pas l'image. C'est une mémoire du corps qui se donne à voir dans les manières d'être et de faire, et non dans des images souvenirs. Le second mode est le plus crucial pour comprendre que les individus rejouent en permanence des scènes qu'ils ont vécues dans le passé, sans savoir qu'ils les rejouent. Ils adoptent les mêmes attitudes, se remettent dans les mêmes positions ou les mêmes postures, agissent ou réagissent de la même manière et produisent parfois les mêmes effets. Mémoire involontaire, force agissante. Le passé prend la forme de disposition et ne ressurgit donc pas seulement en tant que souvenir d'actes, de paroles, de sentiments ou de pensées circonstanciées. Le passé incorporé agit sur nos perceptions, nos représentations, nos affects ou nos actions sans même que nous en soyons conscients. C'est Hume qui soulignait déjà que notre expérience passée agit sur l'esprit d'une manière si insensible qu'elle peut échapper totalement à notre conscience. Et c'est bien une mémoire sans souvenir qui est en jeu dans le fait qu'un homme interrompe sa marche quand une rivière croise son chemin, en prévoyant les conséquences qu'il y aurait à aller droit devant, grâce
à la connaissance pratique fournie par l'expérience passée. Pouvons-nous penser que, dans une telle occasion, ils réfléchissent à une expérience passée et invoquent le souvenir des cas qu'ils connaissent de visu ou par ouï-dire pour découvrir les effets de l'eau sur les corps animés? Sûrement pas. Ce n'est pas la méthode selon laquelle il procède dans son raisonnement. L'idée d'immersion est si étroitement liée à celle de l'eau et celle de la suffocation à celle d'immersion que l'esprit fait la transition sans le secours de la mémoire. La coutume agit avant que nous ayons le temps de réfléchir. Il me semble toutefois que la seconde catégorie gagnerait à être étendue à toutes sortes de schèmes ou de dispositions, et à tenir compte de la différence entre des scènes pratiques de la vie éveillée et toutes les scènes de la vie éveillée qui sont des occasions d'expression symbolique, hors urgence pratique et hors enjeux et conséquences directes. Il y aurait, du coup, trois grandes façons pour le passé incorporé d'agir dans le présent. 1. L'activation pratique dans les actions et interactions de la vie de tous les jours. 2. La mise en scène implicite dans des expressions symboliques. Par exemple, un jeu enfantin avec des personnages ou des objets, une histoire orale ou écrite, un dessin, une peinture, un rêve, une rêverie éveillée, etc., qui sont structurés par la disposition ou le schème en question. Et 3. Le souvenir mental ou verbalement rapporté de scènes révélatrices de ces schémas d'expérience. Souvenirs qui peuvent refaire surface dans des situations ordinaires de la vie ou grâce à l'entretien sociologique, à l'analyse, la psychothérapie, etc. Dans tous les cas, que le passé revienne sur le mode d'un «ça me rappelle» ou d'un «ça me pousse à agir, penser ou sentir comme ceci ou comme cela». Ce sont les situations présentes qui ouvrent ou ferment les possibilités d'une réactivation de notre passé incorporé. Passé incorporé et contexte présent ne vont jamais l'un sans l'autre. À chaque moment, nous percevons les situations dans lesquelles nous sommes plongés à partir de ce que notre passé incorporé nous a appris à percevoir. À chaque moment, les situations, qui se présentent à nous et que nous ne contrôlons pas toutes, réactivent notre passé incorporé sans qu'aucune décision consciente n'ait été prise. La prise en compte de ces différentes modalités d'actualisation du passé incorporé permet de pointer le risque de surestimation des effets de la verbalisation dans la cure analytique et de nombreuses formes de psychothérapie. Faire parler les patients atteints de troubles a sans doute contribué à les mener sur la voie de la guérison. Mais tout ne se réduit pas à des questions de prise de conscience, d'expression libératrice d'expériences enfouies, cachées, refoulées, ou de libération par la parole. Il y a aussi des dispositions à agir d'une certaine façon, des dispositions à croire, à penser, à sentir, etc., solidement ancrées qui conduisent à faire que les mêmes problèmes se répètent inlassablement. Les troubles ne sont compulsifs que parce qu'ils sont le fait d'être socialisés, accoutumés ou habitués, dont les forces dispositionnelles conduisent à reproduire les mêmes problèmes, à répéter les mêmes séquences d'actions ou d'interactions, ou à se replacer inlassablement dans les mêmes situations problématiques. Freud a parfois présenté le rôle de la cure analytique comme une façon de dompter la contrainte de répétition du patient et la transformer en un motif de remémoration. Mais il était conscient de la discontinuité entre ce qui révèle des souvenirs ou de la remémoration et ce qu'il a appelé lui-même les répétitions en actes. Nous sommes en droit de dire, écrit-il, que l'analysé ne se remémore absolument rien de ce qui est oublié et refoulé, mais qu'il l'agit,
Il ne le reproduit pas sous forme de souvenir, mais sous forme d'acte. Il le répète, naturellement sans savoir qu'il le répète. Par exemple, l'analysé ne raconte pas qu'il se souvient d'avoir été frondeur et incrédule envers l'autorité de ses parents. Mais il se comporte de cette même façon envers le médecin. Il ne se remémore pas le fait d'être resté arrêté, désemparé et en désaide dans sa recherche sexuelle infantile, mais il apporte tout un tas de rêves et idées incidentes, confus, se lamente de ne réussir en rien et soutient que c'est son destin de ne jamais mener une entreprise à son terme. Il ne se remémore pas le fait d'avoir eu intensément honte de certaines activités sexuelles et d'avoir redouté qu'elles soient découvertes. Mais il fait voir qu'il a honte du traitement auquel il s'est à présent soumis et cherche à le tenir secret à l'égard de tous, etc. L'explication verbale des schèmes ou dispositions dont sont porteurs les individus ne suffit pas à changer miraculeusement leur état, car les structures du comportement non verbalisé ne se modifient pas par une simple prise de conscience. En ce sens, la durée parfois très longue de la cure analytique peut se justifier par sa capacité à agir d'une façon procédurale, plutôt que par la simple vertu de la verbalisation. Le psychanalyste propose un modèle nouveau de relation et de sentiment à son patient. L'analyste ne séduit pas, ne punit pas. Il écoute, se montre patient, etc. Et sur une longue durée, de telles relations peuvent contribuer à modifier les heuristiques émotionnelles ou habitudes du sentir et relationnelles des patients. Il est vraisemblable que si une thérapie psychanalytique, et toute autre thérapie, qui doit aboutir à l'établissement tant soit peu durable de nouvelles heuristiques émotionnelles, dure si longtemps, c'est aussi parce que, pour modifier d'anciennes procédures, les expériences toujours répétées sont nécessaires. Dans un texte de 1885, le psychologue et philosophe belge Joseph Delboeuf soulignait l'importance des habitudes qui marquent nos actions et nos pensées en permanence, que nous soyons éveillés ou endormis. Si l'on réunit sous le nom générique d'habitude toutes les dispositions acquises ayant pour effet de diminuer l'effort et, partant, l'attention, on peut dire que les habitudes, en tant qu'habitudes, font toujours partie du savoir actuel. En repos comme en exercice, elles sont toujours au service du sujet. Bref, elles ne s'endorment pas. Nos habitudes font donc partie de nous-mêmes, les plus récentes aussi bien que les plus anciennes. Elles nous accompagnent dans tous nos états normaux, que nous soyons éveillés ou plongés dans la rêverie, ou sous l'empire du sommeil, elles s'entrelacent à toutes nos pensées et à tous nos gestes. La socialisation étant un processus permanent et continu, de la naissance à la mort des individus, ces habitudes peuvent avoir été contractées de longue date ou de façon plus récente. Mais le passé qui se condense sous la forme d'habitudes, de schèmes, de dispositions, de compétences, etc., fait qu'il n'a rien d'un passé dépassé. Rien de plus présent que ces expériences passées condensées. Piaget parlait d'abrégé d'expériences pour désigner les schèmes affectifs, perceptifs ou sensorimoteurs. Pour le vulgaire, écrit Delboeuf, le temps passé, c'est ce qui n'est plus. Erreur. C'est, au contraire, la réalité dans ce qu'elle a de plus concret. C'est l'indéfaisable. Le présent n'est pas gros du futur, il est gros du passé. Il est la somme et, pour ainsi parler, la pétrification de tout le passé. C'est ainsi que rien ne se perd dans la nature. C'est le présent qui a tout recueilli. Telle est, sous son aspect physique,
la signification du complexe et fameux axiome. Sous son aspect psychique, il a pour expression la grande loi de l'évolution des êtres. Leurs facultés actuelles sont le résultat de l'accumulation de toute l'expérience du passé. Et dans cette réflexion d'une incroyable justesse, Delboeuf mettait déjà en place un type d'interprétation des rêves qui conjuguait habitude et déclenchement des habitudes. Dans tous nos sentiments comme dans toutes nos actions, il y a toujours quelque chose de fortuit et quelque chose de nécessaire. Le fortuit, c'est telle ou telle impression, venue du dehors, qui met en jeu notre sensibilité et notre activité. Le nécessaire, c'est la marche que suit cette impression dans l'organisme et l'excitation des habitudes qu'elle rencontre sur son chemin. Dans les boîtes à musique, le mécanicien a disposé en un certain ordre des pointes sur un cylindre. On pousse un bouton, la boîte joue une mélodie. Un autre bouton, elle en joue une autre. L'âme est cette boîte à musique. C'est un cahier de feuilles phonographiques. Les agents extérieurs en tirent sans relâche tantôt des airs entiers, tantôt des fragments d'air. Ces airs qu'elle chante, ce sont les habitudes qu'elle a contractées. Les principes que nous venons d'exposer vont nous servir à caractériser et à expliquer le rêve. Lorsque Freud fut contraint de réviser sa thèse générale d'explication des rêves comme accomplissement masqué d'un désir inconscient inassouvi pour tenir compte des rêves post-traumatiques des soldats de la Première Guerre mondiale, il se rendit compte de l'importance fondamentale de la répétition dans le fonctionnement psychique humain. On ne connaît ainsi des personnes chez qui toute relation humaine a la même issue. Des bienfaiteurs qui, après quelque temps, sont quittés dans le ressentiment par chacun de leurs protégés, si différents que si puissent être par ailleurs, et auxquels il semble donc dévolu de vider la coupe amère de l'ingratitude. Des hommes chez qui toute amitié a pour issue que l'ami les trahit. D'autres qui, répétant cela un nombre incalculable de fois dans leur vie, élèvent une personne au rang de grande autorité pour eux-mêmes, ou aussi pour le public, et qui renversent eux-mêmes cette autorité, après un temps donné, pour la remplacer par une autre. Des amoureux chez qui tout rapport tendre à la femme passe par les mêmes phases et conduit à la même fin, etc. Nous ne nous étonnons guère de cet éternel retour du même, lorsqu'il s'agit d'un comportement actif de l'intéressé et que nous découvrons dans son être le trait de caractère, toujours semblable à lui-même, qui ne peut que se manifester dans la répétition des mêmes expériences vécues. Nous sommes bien plus fortement impressionnés par ces cas où la personne semble vivre passivement quelque chose sur quoi il ne lui revient aucune influence, alors que pourtant elle ne fait que revivre toujours la répétition du même destin. Mais Freud ancre le retour des mêmes séquences d'action, d'attitude, de réaction dans le fonctionnement biologique des pulsions. La pulsion est pour lui une poussée inhérente à l'organique doué de vie en vue de la réinstauration d'un état antérieur que cet être doué de vie a dû abandonner sous l'influence de forces perturbatrices externes. Elle est la manifestation de l'inertie dans la vie organique. S'il avait utilisé le vocabulaire de Spinoza, Freud aurait dit que toute pulsion entend persévérer en son être. Toutes les pulsions veulent réinstaurer de l'antérieur. Et la pulsion, comme la disposition, ne se modifie que sous l'effet d'influences externes qui la perturbent et la font dévier. Si Freud n'avait pas fait du principe de plaisir, qui convenait à sa théorie de l'inconscient refoulé, le principe explicatif de tous les rêves, les choses auraient été beaucoup plus évidentes pour lui, et il aurait sans doute pu placer au cœur des processus psychiques cette répétition qui est au cœur du dispositionnalisme.
Si c'est effectivement un caractère aussi général des pulsions que de vouloir réinstaurer un état antérieur, nous ne devons pas nous étonner que dans la vie d'âme tant de processus s'effectuent indépendamment du principe de plaisir. Le cerveau statisticien ou l'anticipation pratique. Les neurosciences retrouvent par des voies et des moyens qui leur sont propres les mêmes types de problèmes sur lesquels la philosophie humienne ou la sociologie dispositionnaliste, entre autres, n'ont cessé de travailler. Les êtres humains sont des êtres d'expérience qui s'appuient en permanence, sans le savoir, sur leurs expériences passées pour pouvoir agir dans le présent. Ils donnent sens à ce qu'ils voient, entendent, etc., en fonction de ce qu'ils ont vécu dans le passé, et anticipent non consciemment, sur la base de leur passé incorporé, les choses à venir, les propos qui sont à dire, les gestes qui sont à faire, les événements qui vont advenir, etc. Le cerveau bayésien, ou le cerveau statisticien, est le cadre théorique qui guide nombre de travaux de neurosciences cognitives sur la perception, le langage et l'action. Il s'agit d'un modèle qui considère le cerveau comme un système complexe de calculs probabilistes non conscients. Tout se passe comme si le cerveau faisait le pari permanent de ce qui advient ou va advenir n'est que le prolongement d'expériences passées intériorisées. Il utilise le passé pour prédire le présent. On pourrait dire, au fond, que c'est l'ensemble des calculs probabilistes non conscients accomplis par le cerveau que l'on appelle communément l'intuition, ou le sens du jeu. L'hypothèse du cerveau bayésien, écrit le psychologue cognitiviste Stanislas Dehaene, postule que notre cerveau infère à partir des entrées sensorielles un modèle interne du monde extérieur. À son tour, ce modèle interne peut être utilisé pour créer des anticipations sur les entrées sensorielles. L'hypothèse du codage prédictif suppose que le cerveau génère en permanence de telles anticipations et génère un signal de surprise ou d'erreur lorsque ces prédictions sont violées par des entrées sensorielles inattendues. Ces avancées dans les neurosciences montrent qu'à chaque moment, le mince flux d'opérations conscientes cache une multiplicité d'opérations ou de calculs inconscients qui se chargent d'interpréter l'information sensorielle et de faire remonter ou non dans l'espace conscient certaines d'entre eux. De toute évidence, écrit Dehaene, une énorme quantité de calculs s'effectue à notre insu afin d'assembler la scène qui se joue devant nos yeux et nos oreilles, et que nous prenons, bien à tort, pour la simple donnée de nos organes des sens. Mais comme cet ensemble d'opérations qui se jouent en nous est inaccessible à notre conscience, nous pensons subjectivement que le seul effort intellectuel qu'effectue notre cerveau se concentre dans les moments où nous sommes impliqués dans une tâche intellectuelle ardue. Et même dans ces moments d'efforts intellectuels intenses, comme dans le cas de la résolution d'un problème mathématique, des opérations non conscientes sont encore à l'œuvre. À tout instant, sans que nous n'en prenions conscience, notre système visuel résout des problèmes de reconnaissance des formes qui dépassent tous nos logiciels actuels. Nous nous appuyons sur l'extraordinaire puissance de calcul de l'inconscient chaque fois que nous tentons de résoudre des problèmes mathématiques. Dehaene file la métaphore sociopolitique pour évoquer ce déséquilibre entre la pointe consciente de l'iceberg et l'énorme masse inconsciente immergée. La psychologie cognitive moderne fait ainsi de l'accès à la conscience un goulot d'étranglement central, une seconde étape de traitement, ou un salon VIP où seuls quelques heureux élus sont invités. Une autre métaphore a vu le jour dans les années 1960 et 1970. Celle-ci compare la conscience à un système de supervision centrale, un puissant conseil d'administration
qui contrôle les flux d'informations dans le cerveau. Mais comment, se demandera-t-on, l'ensemble de ces calculs peut-il déboucher sur une structure relativement cohérente et stable du monde? La réponse réside, selon moi, dans la structure même du monde, physique comme sociale. Ces calculs sont des anticipations pratiques, des prédictions pré-réflexives ou non conscientes, fondées sur des séries d'expériences passées relativement cohérentes, intériorisées par les individus, et que la sociologie dispositionnaliste appelle des dispositions. Dans les débats philosophiques entre les empiristes les plus radicaux, Berkeley, et les a prioristes, Kant, les a prioristes objectivent à leurs adversaires que la multitude d'expériences que nous faisons rendrait impossible une perception et des représentations structurées du monde si nous ne disposions pas d'un esprit déjà structuré. La solution aux problèmes soulevés par ces débats résiderait donc dans l'existence de structures de perception et de représentation innées, préexistantes à toute expérience. Ce qu'oublient les a prioristes comme les empiristes, c'est que le monde est toujours déjà structuré, et que le cerveau est en mesure de détecter les régularités ou récurrences qui s'imposent à lui, qu'elles soient sociales, la manière dont on interagit avec lui, ou physiques, les phénomènes naturels qui se présentent à lui. Les êtres humains parviennent donc, grâce aux capacités de leur cerveau, à déduire de la régularité du monde des régularités mentales et comportementales. Dès la naissance, le cerveau est bombardé d'informations sur le monde. Des années d'interaction avec un environnement structuré lui permettent de recueillir un monceau de statistiques sur la fréquence à laquelle différentes sensations surviennent, soit simultanément, soit en étroite succession. Avec l'expérience, l'apprentissage dédie des ensembles de neurones spécifiques aux combinaisons récurrentes qui caractérisent les objets familiers. Une fois établies, ces assemblées neuronales conservent leur sélectivité, même au cours d'une anesthésie générale, une preuve manifeste que cette forme de liage ne requiert pas la conscience. Ce que nous avons en nous, ce n'est pas un esprit préstructuré avant toute expérience, mais un cerveau qui attend d'être structuré par les expériences qu'il a du monde. Ce qui signifie qu'un cerveau humain est fait pour rechercher des structures, des formes, des réalités relativement invariantes dans le monde, mais qu'il est prêt à prendre toutes les formes imaginables possibles, du moment qu'il y a des formes repérables. À notre insu, notre cerveau agit constamment comme un statisticien, à l'affût de la moindre régularité cachée derrière des données qui nous semblent aléatoires. Cet apprentissage statistique opère sans relâche, y compris lorsque nous dormons. Les dispositions ou les schèmes repérables par la sociologie ont donc des fondements neuronaux qu'objectivent aujourd'hui les neurosciences. Avant même notre naissance, nos neurones s'adaptent aux statistiques du monde extérieur en modifiant leurs synapses. Les centaines de milliers de milliards de synapses qui parsèment notre cortex gardent une trace latente de toute notre vie. Des millions de synapses se font et se défont chaque jour, particulièrement au cours des premières années de vie, quand notre cerveau s'adapte à son environnement. Cumulées, toutes ces informations finissent par poser les fondements d'une riche intuition du monde. Dans les aires visuelles, nos connexions corticales accumulent des statistiques sur les combinaisons de traits et de couleurs qui composent des images. Dans les régions auditives et motrices s'inscrit une intuition inconsciente de la musique. Des années de pratique du piano y induisent des changements détectables de la densité de matière grise. Ces apports des neurosciences confortent le dispositionnalisme sociologique, fondé sur de toute autre méthode, entretien long et observation. Le cerveau détecte les régularités dans un environnement structuré, par les formes de vie sociale, les lois de la physique, de la biologie, etc., et les intériorise sous la forme de schèmes
ou de dispositions qui fonctionnent à la manière d'anticipation pratique. C'est ce que nous allons voir maintenant. L'intériorisation des régularités de l'expérience. Dans son Traité de la nature humaine, David Hume souligne l'importance de nos expériences qui, lorsqu'elles se répètent, créent des habitudes mentales et fonctionnent dans la pratique comme des anticipations pré-réflexives de phénomènes à venir. Le feu est associé, dans l'esprit de celui qui en a déjà fait l'expérience, à la chaleur et à la possibilité même d'une brûlure, comme l'eau est associée à l'impossibilité de respirer dans l'eau, ce qui entraîne, dans le contact avec ces éléments, des attitudes immédiates de prudence ou de crainte. Celui qui a l'expérience du feu ou de l'eau a pu constater à chaque fois les mêmes phénomènes et finit par anticiper, sans calcul ni réflexion, les effets d'un contact avec ces éléments. C'est donc sur la base d'une expérience répétée qu'une disposition ou qu'un schème s'est, par accoutumance, peu à peu formé. Et c'est cette disposition ou ce schème qui permet à l'individu percevant et agissant de projeter inconsciemment dans l'avenir le produit intériorisé de ses expériences passées, en supposant que le futur sera conforme au passé. Nous pouvons observer que la supposition que l'avenir ressemble au passé ne se fonde sur aucune sorte d'argument, mais provient entièrement de l'habitude qui nous détermine à attendre de l'avenir la même succession d'objets à laquelle nous sommes accoutumés. Qu'il s'agisse de types d'interaction avec des personnes, des objets ou des animaux, de types de comportements ou d'attitudes moraux, culturels, esthétiques ou politiques, de modes d'exercice de l'autorité ou de modes de raisonnement. L'individu incorpore une multitude d'habitudes qui s'ajustent et se combinent entre elles en permanence dans la pratique. Face à telle ou telle situation, il agit ou réagit en fonction de ce qu'il croit immédiatement reconnaître des impératifs liés à cette situation, en fonction de ses expériences passées. L'action présente est pleine de tout un passé incorporé. Hume se révèle même fin analyste des processus de rapprochement analogique en liant accoutumance, habitude et transfert analogique, et en distinguant les cas identiques qui permettent à l'habitude de se déployer sans difficulté, des cas non seulement semblables qui imposent des ajustements plus ou moins importants. Nos jugements qui portent sur la cause et l'effet proviennent de l'habitude et de l'expérience. Et quand nous avons été accoutumés à voir un objet uni à un autre, notre imagination passe du premier au second par une transition naturelle qui précède la réflexion et que celle-ci ne peut empêcher. Or, la nature de la coutume, c'est non seulement d'opérer de toute sa force quand se présentent deux objets qui sont exactement identiques à ceux auxquels nous avons été accoutumés, mais c'est aussi d'opérer à un degré inférieur lorsque nous en découvrons de semblables. Et même si l'habitude perd un peu de sa force par suite de chaque différence, il est pourtant rare qu'elle soit entièrement détruite quand des circonstances importantes restent les mêmes. Un homme qui a contracté l'habitude de manger, comme fruits, des poires ou des pêches, se contentera de melons s'il ne peut trouver son fruit favori. De même, un homme qui est devenu ivrogne en buvant des vins rouges sera porté, avec presque la même violence, au vin blanc si on lui en présente. C'est par ce principe que j'ai expliqué cette espèce de probabilité, tirée de l'analogie, où nous transférons notre expérience des cas passés à des objets semblables, mais non point exactement identiques à ceux dont nous avons eu l'expérience. À mesure que la ressemblance s'affaiblit, la probabilité diminue, mais elle garde encore une certaine force tant qu'il reste des traces de la ressemblance.
Le vocabulaire dispositionnaliste du sociologue, comme la philosophie humienne de l'expérience, charrie l'idée de récurrence, de répétition relative, de série ou de classe d'événements. Le cerveau d'un individu détecte des régularités parce qu'il y a des régularités objectives dans le monde, physique comme social, à détecter. Parce que les parents ont un style de comportement et des habitudes, que les enfants peuvent intérioriser des abrégés ou des condensés d'expériences sous la forme de schèmes ou de dispositions incorporées, fonctionnant du coup à l'anticipation pratique et à la projection sur une situation présente du produit des expériences passées. La régularité est autant dans le monde extérieur à chaque individu qu'à l'intérieur de chacun d'entre eux. La psychologie est, de mon point de vue, une sociologie fine des processus d'incorporation ou d'intériorisation quand elle se penche sur l'intériorisation des conflits ou des rapports parents-enfants. Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis écrivaient ainsi que le concept d'intériorisation désigne en psychanalyse le processus par lequel des relations intersubjectives sont transformées en relations intrasubjectives. Intériorisation d'un conflit, d'une interdiction, etc. On parle d'intériorisation quand le processus porte sur des relations. On dira par exemple que la relation d'autorité entre le père et l'enfant est intériorisée dans la relation du surmoi au moi. Ce processus suppose une différenciation structurale au sein du psychisme, telle que des relations et des conflits puissent être vécus au niveau intrapsychique. Mais ce sont autant de schèmes affectifs, de perceptions, de représentations ou d'actions que des schèmes relationnels qui font l'objet de processus d'intériorisation. L'exemple des rapports entre des mères angoissées ou dépressives et leurs nourrissons, évoqué par le psychanalyste et psychologue développementaliste allemand Martin Dorn, est significatif de la mise en place chez le nourrisson de schèmes d'action et de réaction à travers les interactions répétées avec sa mère. S'il y a un acteur qui est particulièrement dépendant de la situation présente et sans lourd passé, c'est bien le nourrisson. C'est l'acteur des pragmatistes par excellence, infiniment plus sensible aux déterminations contextuelles et en l'occurrence interactionnelles, du fait que ses bases dispositionnelles sont très peu solidifiées. Le nourrisson n'est pas rancunier, explique Dorn, et il ne peut l'être du tout car son état d'affect dépend de la réalité interactionnelle actuelle, et le changement de celle-ci change aussi sa situation d'affect. L'adulte offensé, du fait qu'il peut tout le temps fantasier la situation offensante, peut maintenir un sentiment d'offense ou de vengeance indépendamment ou au-delà de telle situation. Le nourrisson ne parle pas et n'a pas les capacités d'observation ou d'analyse d'un adulte. Mais il intériorise les angoisses de sa mère en réagissant à ses comportements à travers leurs interactions. Une mère peut avoir par exemple la fantaisie consciente ou inconsciente que son nourrisson pourrait mourir de faim. Le nourrisson ne peut pas comprendre cette fantaisie même si elle lui était communiquée. Ce qu'il comprend cependant est la chose suivante. Pour maîtriser son angoisse de l'inanition, la mère va donner à manger au nourrisson en toute occasion. À propos ou hors propos, exemple, chez Kramer, 1987. Une compulsion à nourrir envahit l'interaction à laquelle le nourrisson réagit de manière aversive. Il va avaler de travers, vomir, refuser la nourriture, prendre donc le chemin de l'inanition et exécuter ou introjecter la fantaisie maternelle. L'introjection précoce signifie donc que des fantaisies et des affects des parents sont communiqués par corrélats interactionnels et que,
De cette façon, ils sont compris par le nourrisson. L'introjection, chez le nourrisson, n'est pas un processus psychique intentionnel, actif où l'on fait entrer un contenu psychique étranger. C'est une reprise, une assimilation des corrélats expressifs des fantaisies parentales, ou une réaction à ceci. Du coup, le nourrisson finit par refuser de manger pour résister à la suralimentation de sa mère, confirmant la crainte de cette dernière. De même, dans les cas de mères dépressives à la motricité ralentie, au visage triste, au corps atone et à la voix morne, les nourrissons se calent interactionnellement sur le comportement de leur mère et finissent par intérioriser de cette manière les signes d'un état dépressif. Après des efforts initiaux et tenaces pour renormaliser le comportement de sa mère, il lui sourit encore plus, vocalise plus et intensifie de manière générale ses offres d'interaction. Le nourrisson se retire de l'interaction. Ses yeux perdent de leur éclat, sa respiration devient plate. Plus d'un nourrisson reste simplement dans cet état. D'autres commencent à crier. D'autres encore en restent à la rupture du contact visuel. Dans la plupart des cas, un état de retrait du nourrisson succède finalement à la dépression simulée de la mère. Dans certains cas aussi, quand les tentatives du nourrisson pour réanimer sa mère sont couronnées de succès, il peut déduire qu'il faut rester actif, séducteur et plein d'attrait pour éviter la dévitalisation de sa mère, obtenir son attention et se sentir aimé. Des dispositions et schèmes de comportement se transmettent ainsi par l'adoption du style interactionnel affectivo-moteur ralenti des parents, pour peu qu'ils se chronicisent. Une introjection de la dépression au niveau comportemental et corporel a lieu. Et vers le 9e mois, le bébé est en mesure de caler ses réactions avec autrui sur la base des habitudes interactionnelles prises avec ses parents. Les travaux d'un chercheur comme Daniel Stern, qui combine lui aussi le fait d'être psychanalyste et psychologue développementaliste, confirment indirectement les hypothèses d'un cerveau bayésien détecteur de régularité ou d'invariant. Une des tendances fondamentales du psychisme que le nourrisson montre volontiers est la tendance à introduire un ordre dans le monde en recherchant des invariants. Une structure dans laquelle chaque variation successive est à la fois familière, la partie qui est répétée, et originale, la partie qui est nouvelle, est idéale pour apprendre au bébé à identifier les invariants interpersonnels. Il a lui aussi montré que les interactions répétées entre la mère et l'enfant permettent à ce dernier d'anticiper correctement sur les gestes de sa mère et les comportements à adopter. Cette mémoire généralisée est une anticipation personnelle et individualisée de la façon dont il est probable que les choses se dérouleront au cours d'une succession de moments. Par exemple, les moments de repas constituent des rituels qui connaissent des variations mineures, ce qui permet au bébé de stocker dans sa mémoire non pas l'ensemble des épisodes particuliers de repas, mais le prototype d'un épisode sain-lait, qui est comme la moyenne des expériences, ou la structure invariante construite peu à partir de la série relativement cohérente des épisodes sain-lait. Ce qu'intériorise donc le nourrisson, ce sont des schémas et des schémas d'interaction, et non la multitude d'interactions ayant réellement eu lieu. Chaque schéma of being with comporte des actions, des sensations, des perceptions visuelles, des affects, et forme un tout que le bébé maîtrise pratiquement par corps. Les bébés ne se souviennent pas des situations antérieurement vécues, mais ils signalent plutôt par leur seul comportement
que quelque chose a été stocké dans le passé qui influence sur le comportement actuel. Et ce que montre aussi Stern, c'est le fait que plus un type d'interaction ou de situation se répète, plus un prototype se renforce, et plus il est difficile pour l'expérience d'intégrer des changements dans son comportement. Plus l'expérience est importante, écrit Stern, plus l'impact et le changement apporté par n'importe quel épisode particulier isolé seront faibles. L'histoire augmente l'inertie. Ce sont donc des schèmes relationnels, affectifs, sensorimoteurs, cognitifs, évaluatifs, que nous construisons à travers les régularités de comportement dans lesquelles nous placent les relations que nous entretenons avec les autres et avec les objets du monde. Grand théoricien des schèmes, Jean Piaget s'opposait sur ce point à Freud qui ramenait trop les comportements à des relations concrètes entre personnes et à des scènes singulières entre ces personnes. Lorsqu'un individu s'est révolté intérieurement contre une autorité paternelle trop coercitive, et fait de même ensuite vis-à-vis de ses maîtres, ainsi que de toute contrainte, il n'est nullement nécessaire de dire qu'il identifie inconsciemment chaque personne en cause à l'image de son père. Il a simplement acquis au contact de celui-ci un mode de réagir et de sentir, un schème affectif, qu'il généralise en cas de situation subjectivement analogue, de la même manière qu'il a peut-être acquis le schème de la chute des corps en laissant tomber une balle de son berceau, sans qu'il soit besoin de soutenir qu'il identifie plus tard tous les corps qui tombent à cette même balle. Piaget écrivait ainsi à propos des relations intrafamiliales et des transpositions ludiques symboliques de ces relations. Chacun des personnages de l'entourage de l'enfant donne lieu, dans ses rapports avec lui, à une sorte de schème affectif, c'est-à-dire de résumé ou de moule des divers sentiments successifs que ce personnage provoque. Et ce sont ces schèmes qui déterminent les principaux symboles secondaires, comme ils détermineront souvent, à l'avenir, certaines sympathies ou antipathies difficiles à expliquer autrement que par une assimilation inconsciente avec les modes de comportement passés. L'ensemble des schèmes ou dispositions dont sont porteurs, de par leur expérience, les individus forment ce qu'on appelle communément leur personnalité ou leur caractère. Il faut parler de schèmes affectifs comme il y a des schèmes moteurs et des schèmes intellectuels. Et c'est l'ensemble organisé de ces schèmes qui constitue le caractère de chacun, c'est-à-dire ses modes permanents de comportement. Ces schèmes, qui informent les relations interpersonnelles comme les pratiques de jeu, sont ceux aussi qui trament les rêves. Schèmes oniriques et passé incorporé. Si l'on veut pouvoir appréhender les récits de rêves, il faut se donner les moyens de retrouver les structures sous-jacentes qui informent des images et des émotions qui peuvent parfois prendre l'apparence d'une suite totalement disparate. Seules les discussions avec le rêveur à propos de son rêve permettent de faire apparaître ces structures. Mais une fois celles-ci repérées dans un rêve, elles sont plus facilement reconnaissables dans les rêves de la même nuit ou de la même période. La difficulté réside dans le fait que ce qui se donne à voir dans le rêve, ce ne sont bien sûr pas des schèmes, mais des images qui peuvent être empruntées à des périodes différentes de la vie du rêveur. Il est vrai qu'en rêve, il arrivera sans doute, au rêveur, lors d'une dispute avec une personne quelconque, de la situer dans des scènes infantiles et de la symboliser au moyen de traits empruntés à son père. Il verra en outre facilement, en cas d'analyse, l'emboîtement de ces situations actuelles dans les situations passées. Mais ces images ne sont pas le tout, ni même l'essentiel de ce qu'il y a à voir dans le rêve. Ce sont des actualisations imagées singulières, variables et substituables de schèmes.
Dans un article daté de 1904, le philosophe et psychologue Henri Delacroix défendait l'hypothèse que des thèmes ou des idées structurent inconsciemment nos rêves, qu'ils reviennent comme des sortes d'obsessions qui hantent et donnent forme aux images oniriques. Il nous semble qu'il y a à la base de la plupart des rêves une idée. Nous voulons dire une donnée essentiellement modifiable et mobile, impliquée dans le groupe d'images qui apparaît d'abord, et dont ce groupe d'images est la représentation. Cette idée peut être plus profonde que le groupe d'images. Elle peut être sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle peut diriger le mouvement des images sans y être présente, sans s'y formuler en termes explicites. Comme il arrive quand un désir secret ou une préoccupation subconsciente se traduisent dans la conscience par des représentations dont on ne comprend pas tout de suite la signification véritable de l'enchaînement. De ce phénomène normal, la pathologie nous montre l'exagération par les idées fixes subconscientes qui, ignorées du malade, dirigent pourtant en partie le cours de ces représentations. Ces mêmes thèmes chargés d'émotions sont, selon lui, présents aussi bien dans nos rêves que dans nos rêveries éveillées ou nos créations artistiques quand nous en avons. Il y a dans notre pensée des groupes, des systèmes d'images orientés autour d'une ou de plusieurs images principales, de véritables thèmes qui se construisent, se maintiennent, s'enrichissent et se dissolvent au cours de notre expérience. Ces thèmes enferment tout un jeu de tendances, d'émotions, de représentations. L'étude de la rêverie ordinaire et de la création artistique est particulièrement propre à montrer, en l'amplifiant, le rôle que ces thèmes jouent dans toutes nos pensées. On a établi avec beaucoup de sagacité que nous avons tous certains thèmes préférés de rêverie qui laissent échapper à l'heure favorable les images qu'ils contiennent en acte ou en puissance. Or, bien des rêves sont analogues à ces rêveries de la veille, soit qu'ils partent d'un thème nouveau, non donné dans la veille, soit qu'ils développent un thème de la veille demeuré à l'état latent. Et pour cela, nous sommes obligés d'admettre que le rêveur endormi, comme le rêveur éveillé, ne laisse point aller sa pensée à un pur défilé d'images sans liaison interne. Que l'on nomme le principe de structuration du rêve, idée, thème, structure ou schème, est, au fond, très secondaire. Le plus important est de reconnaître qu'il y a de la cohérence dans le rêve le plus apparemment incohérent, et que la conscience ne tombe pas d'emblée à l'amorphe, avec l'entrée dans le sommeil, mais perd seulement son unité centrale, qui, à l'état éveillé, coordonne en général les images. Les rêves cohérents, comme les plus incohérents, sont le développement plus ou moins continu d'un thème mental, la combinaison plus ou moins harmonieuse de plusieurs thèmes. Un même thème peut reparaître à de plus ou moins longs intervalles, comme le montrent les rêves familiers. Dans le sommeil comme dans la veille, le thème, menacé à tout instant par l'afflux de sensations nouvelles et par le jeu d'images accessoires, se maintient ou se dissout suivant son importance et l'état du moment. Rêves du sommeil, rêveries de la veille déraillent pour la même cause et se défendent de la même manière. Si dans la veille l'attention réfléchie collabore parfois à l'évolution de l'image, dans le sommeil, la réduction de la conscience et l'élévation du seuil de l'excitation fortifient le caractère monoïdéique du thème en voie de développement, de sorte qu'il en résulte une distraction généralisée, une anesthésie systématique par rapport à toute sensation qui ne peut entrer dans le système présent, et une merveilleuse aptitude à y incorporer, pourvu qu'elle n'y soit point irréductible, les sensations importunes. Ce que prouvent tous nos rêves où nous interprétons une sensation en fonction de notre rêve. En confrontant une série de rêves d'un même rêveur, ou d'un groupe homogène de rêveurs,
On peut chercher à mettre au jour, à partir des multiples scènes rêvées, des structures communes ou des schèmes immanents. Immanents, car les rêves ne sont pas interprétables à partir d'un cadre de référence extérieur, tel que pourrait le fournir, par exemple, une clé des songes ou certains schémas stabilisés de la théorie freudienne. Pour chaque rêve, il s'agit de montrer ce qu'il partage avec les autres rêves appartenant à la même série. L'existence de ces schèmes oniriques est inférée, non pas à partir de grilles interprétatives préétablies, mais à partir de la comparaison raisonnée des rêves collectés. Pour se donner une idée du travail de l'interprète, on peut partir de l'exemple que prennent Douglas Hofstadter, chercheur en sciences cognitives, et Emmanuel Sander, psychologue du développement, sur la fable d'Ésope, le renard et les raisins, reprise par de nombreux auteurs dont La Fontaine. Le schème qui se dégage de la fable peut être exprimé de la manière suivante. Il est question de choses désirées que l'on a échoué à obtenir et qui de ce fait sont dénigrées. Ou, de façon encore plus condensée, de dénigrement d'un désir non exaucé. Hofstadter et Sander inventent de nombreuses situations qui révèlent toutes de la même structure. Par exemple, un homme qui n'a pas réussi à acheter ses billets d'avion sur Internet renonce à partir en vacances, mais se dit soulagé parce que le lieu de vacances est surpeuplé et que cela aurait gâché son plaisir. De même, un autre homme voulait être acteur, mais n'y parvenant pas, il se dit rassuré de ne l'être pas devenu, car c'est un milieu malsain qui ne lui aurait pas convenu, et il se dit heureux de mener une vie plus équilibrée, à l'abri des projecteurs. Et ainsi de suite. Les multiples situations particulières proposées par les auteurs appartiennent toutes à une même catégorie qui contient des représentants très dissemblables, mais partageant pourtant une même essence, à savoir la morale de la fable du renard et des raisins. Ces scénarios obéissent directement au schéma échec suivi de dénigrement du but. De la même façon, les différents rêves composant une série individuelle présentent des structures similaires à travers des situations souvent très différentes. La diversité apparente des scènes oniriques empêche parfois de voir la cohérence des schèmes oniriques. Tout se passe comme si un individu dépouillé de ses parties molles, le squelette plongé dans un milieu approprié, se revêtait d'une autre chair, ou comme si un thème était joué dans un autre ton et timbre. Une même formule générale peut être exemplifiée par une multitude d'éléments relativement équivalents, et c'est la variété des situations qui empêche de voir l'unité de la structure sous-jacente. Comme une pièce est jouée dans un décor de salon, mais on peut peindre une infinité de salons, par tel acteur, mais il y en a de 100 espèces, de grands, de petits. C'est la pièce qui importe. La démarche de reconstruction de schèmes trouve en partie ses origines dans la tradition structuraliste. On la voit à l'œuvre chez le linguiste et historien des religions Georges Dumézil qui, au milieu des années 1930, découvre le schéma de la trifonctionnalité. Sur la base d'une mythologie comparée indo-européenne, il dégage en effet des structures narratives similaires qu'il relie aux trois fonctions fondamentales des prêtres, des guerriers et des producteurs. Claude Lévi-Strauss mobilise aussi cette même méthode pour analyser des mythes, et l'historien de l'art Erwin Panofsky y recourt pour expliciter les liens formels entre architecture gothique et pensée scolastique. Mais à la différence du structuraliste, le chercheur dispositionnaliste s'efforce de reconstruire la sociogénèse des schèmes, en associant le schème onirique à des types d'expériences sociales vécues de façon récurrente par les rêveurs. Car la structure présente que l'on appréhende à un moment donné du temps
n'est que la cristallisation ou la sédimentation d'une série plus ou moins longue d'expériences passées relativement analogues. La morphologie appelle nécessairement une archéologie. S'il est impossible d'associer directement des types de rêves à des catégories de rêveurs socialement homogènes, l'objectivation des schèmes oniriques ne revêt toutefois toute sa dimension sociologique qu'une fois ces schèmes mis en relation avec des schèmes d'expérience. Ces schèmes oniriques sont donc indissociables des schèmes et dispositions incorporées, intériorisées par le rêveur tout au long de sa vie. Ce sont eux qui, dans un état donné de la problématique existentielle du rêveur, poussent ce dernier à rêver dans un sens plutôt que dans un autre. Par exemple, un rapport d'opposition face aux figures d'autorité, un schème affectif d'anxiété qui se manifeste devant toutes les situations de conflit, une disposition à la dépendance et à la remise de soi, un sentiment récurrent de culpabilité ou d'infériorité, de supériorité ou de jalousie sociale viennent parfois en se combinant partiellement, organiser l'économie du rêve. C'est pour cela que le rapport du passé incorporé au présent du rêve n'est pas passif, mais bien actif. Le passé n'est pas réductible à un stock amorphe d'images souvenirs dans lequel le rêveur puiserait au gré de sa fantaisie. Il informe la conscience du rêveur, le pousse dans une direction donnée et agence les images d'une certaine façon. Pour cette raison, il faut éviter les formulations trop statiques qui font du passé un simple fournisseur de schèmes ou de thèmes possibles. Ainsi, lorsque Jacques Montangero écrit que la mémoire et les connaissances générales fournissent les éléments du contenu du rêve, ou lorsqu'il parle de la mémoire comme réservoir, où sont puisés les éléments de souvenirs autobiographiques, il donne l'impression que le passé incorporé est un stock inerte alors qu'il est, tout au contraire, une structure agissante, un principe d'action, un moteur puissant qui contribue à définir ce qui est signifiant et important et ce qui ne l'est pas. Les chercheurs qui ont pu analyser les séries longues de rêves faits par une même personne constatent, malgré les changements dans la vie du rêveur, des récurrences et des constantes relatives qui s'expliquent par le rôle des schèmes ou dispositions incorporées. Quand on analyse un journal de rêve qui a été tenu pendant un certain nombre d'années, ce qui est manifeste, c'est la grande cohérence de ce à quoi rêve la personne tout au long de ces années. Elle rêve souvent des mêmes thèmes à l'âge de 50 ans comme à l'âge de 25 ans. Cette cohérence se produit en dépit des changements assez importants dans les conditions de sa vie éveillée. La cohérence d'un rêve peut se saisir à travers les discussions avec la rêveuse ou le rêveur qui, parlant des différents éléments composant le rêve, font apparaître les cohérences, parfois cachées, entre des images ou des scènes vues au départ comme disparates. Mais la série de rêves est encore plus propice à la mise en évidence de ces cohérences. Quand une personne commence à écrire ses rêves, elle ne reconnaît pas au début les connexions entre sujets d'une nuit à l'autre. Les rêves apparaissent complètement dissociés les uns des autres, de façon aléatoire. Mais alors que le nombre de rêves augmente, le rêveur commence à voir les répétitions, les régularités et les cohérences. Les mêmes personnages, les mêmes situations, les mêmes activités, les mêmes objets et les mêmes thèmes se répètent. Calvin S. Hall et Vernon J. Nordby font ainsi l'hypothèse que la cohérence des rêves s'explique par les constantes de la personnalité du rêveur. Nous croyons, écrivent-ils, que la personne est une organisation assez stabilisée de traits de personnalité, d'attitudes et de modèles de comportement. Elle est, comme le dit le dicton, une créature de l'habitude. Peu importe où elle va, ses habitudes de penser, de sentir et d'agir l'accompagnent. Elles la suivent,
même dans le monde du sommeil, et elle est ainsi la même personne éveillée ou endormie. Critique de l'événementialisme. La psychanalyse attribue à juste titre, quoique de manière trop exclusive, une importance déterminante aux primes socialisations. Mais elle combine ce point avec une sorte de culte de l'événement déterminant. Dès son étude sur l'hystérie, en compagnie de Joseph Breuer, la recherche de l'événement, et même de l'incident, marque le mode de pensée de Freud. S'ils admettent qu'il y a dans l'hystérie banale non point un unique incident traumatisant, mais plusieurs traumatismes partiels, plusieurs motifs groupés qui ne deviennent actifs qu'en s'additionnant et qui se conjuguent parce qu'ils constituent des fragments de l'histoire d'une maladie. Les deux savants disent toutefois chercher, dans les formes et les symptômes les plus divers de l'hystérie, la cause, l'incident, qui a, pour la première fois et souvent très loin dans le passé, provoqué le phénomène en question. L'événement ponctuel, circonstancié, serait la cause des troubles hystériques. Freud et Breuer soulignent eux-mêmes la disproportion entre le symptôme hystérique qui persiste des années et une motivation due à un incident unique, mais ne s'en étonnent pas. Et si Freud peut évoquer clairement l'idée d'une série d'événements relativement analogues en évoquant un cas de patiente, le symptôme n'était pas la retombée d'une unique scène traumatique, mais le résultat de l'addition de nombreuses situations analogues. Il continue par ailleurs à privilégier le poids de l'événement. On a dit de l'enfant qu'il était psychologiquement le père de l'adulte, écrit Freud, et que les événements de ses premières années avaient, sur toute son existence, des retentissements d'une importance primordiale. L'expérience analytique confirme cette assertion. C'est pour cette raison que la découverte éventuelle d'un événement capital survenu dans l'enfance présente pour nous tant d'intérêt. La psychanalyse a tendance à chercher dans le passé des patients des événements marquants ou des personnes marquantes alors que, comme nous l'avons vu, ce sont des séries relativement cohérentes d'événements ou de séries d'événements ou des types relativement analogues de personnes qui entrent en jeu dans la structure de la personnalité du rêveur. Les prototypes d'interaction, Daniel Stern, ou les heuristiques émotionnelles, Martin Dorn, sont des sortes de moyennes ou de généralisations qui gobent les variations pour ne retenir que la partie invariante. Considéré du point de vue des schèmes, l'épisode singulier ou la personne singulière n'apparaissent que comme des éléments parmi d'autres tirés de séries d'événements ou de personnes relativement analogues. Il faut donc échapper à l'événementialisme et à la personnification des problèmes. Freud est à la recherche d'événements interpersonnels circonstanciés. Il aide le patient à se souvenir de telles scènes ou de tels actes traumatisants de la petite enfance qui sont censés donner la clé de la souffrance présente, étant ainsi vers une sorte d'explication événementialiste qui empêche en fin de compte de comprendre des logiques mentales et comportementales qui se sont constituées dans la durée, plutôt que par des chocs événementiels uniques, quelle que soit leur importance. Ce qui s'incorpore et ressurgit dans le présent, ce sont des condensés d'expériences plus ou moins analogues qui peuvent intégrer des personnes, des lieux, des situations très différents. De même que Rome ne s'est pas faite en un jour, les dispositions mentales et comportementales ont demandé du temps et de la répétition pour s'installer. C'est d'ailleurs Freud lui-même qui, venant à parler des rapports entre la psychologie collective et la psychologie individuelle, note la différence entre les personnages bien différenciables de la scène familiale et la multiplicité des personnes qui ont contribué à faire d'un individu ce qu'il est.
dans son attitude à l'égard des parents, des frères et sœurs, de la personne aimée, de l'ami et du médecin. L'individu ne subit l'influence que d'une seule personne ou que d'un nombre limité de personnes, dont chacune a acquis pour lui une importance de premier ordre. Or, lorsqu'on parle de la psychologie sociale ou collective, on fait généralement abstraction de ces rapports pour ne considérer que l'influence simultanée qu'exerce sur l'individu un grand nombre de personnes qui, sous beaucoup de rapports, peuvent lui être étrangères, mais auxquelles le rattachent cependant certains liens. C'est ainsi que la psychanalyse collective envisage l'individu en tant que membre d'une tribu, d'un peuple, d'une caste, d'une classe sociale, d'une institution, ou en tant qu'élément d'une foule humaine qui, à un moment donné et en vue d'un but donné, s'est organisée en une masse, en une collectivité. Mais les patients de Freud peuvent-ils faire autre chose que se souvenir d'événements particuliers qu'ils ont vécus, ou, en tout cas, d'événements particuliers qui leur ont été racontés familialement? Comment pourraient-ils parler le langage de la répétition, de la série, de la suite cohérente d'expériences analogues? Freud prend simplement ses patients trop à la lettre et ne voit pas en quoi le récit d'un événement circonstancié peut cacher la forêt des événements similaires. Des psychanalystes comme Stern ou Dorn, qui ont su combiner l'approche psychanalytique avec des adultes et l'étude directe du premier âge, des interactions parents-enfants, ont bien compris les limites de l'explication par l'événement unique. Il devient plus évident que ce n'est pas en un moment que la mère retire son investissement de l'enfant et que le nourrisson introjecte l'imago maternelle dépressive, mais que c'est dans les interactions et les fragments d'interaction quotidiennement répétés que ce retrait d'investissement a lieu. Leur accumulation contribue à l'effet qui apparaît dans la situation analytique comme résultat d'un événement unique. Ce qui, dans la reconstruction et dans le souvenir, paraît comme un instant et dans la réalité effective une séquence qui se répète tout le temps. Cependant, la fausse reconstruction et le souvenir du retrait soudain contient l'essence de l'atmosphère et de l'arôme émotionnel de l'interaction précoce. Et ils sont dans cette mesure absolument vrais. La fantaisie du retrait soudain condense en un moment un grand nombre de micro-épisodes, et ce moment embrasse la vérité du sentiment sur l'interaction ancienne ou consciente, même si, comme moment, il n'a pas existé du tout dans l'enfance. Même le traumatisme du viol ou des attouchements sexuels durant l'enfance est rarement un fait unique, qui viendrait par lui seul tout bouleverser de l'histoire des victimes, mais plus souvent la répétition de ces actes sur des durées plus ou moins longues, comme le souligne Juan David Nazio à propos du cas d'Isabelle, qui a subi des relations incestueuses avec son frère aîné entre 10 et 14 ans. Nous pouvons penser que durant les 4 années de relations incestueuses avec son frère aîné, elle a été victime non pas d'un traumatisme brutal et unique, mais d'une série de micro-traumatismes réguliers. En effet, le psychotraumatisme ne se présente pas forcément comme une effraction soudaine et violente. Il peut se produire progressivement et subtilement au cours d'une période assez longue. Le cas de Freud lui-même peut être évoqué à partir de ce qu'il révèle de son histoire dans l'interprétation du rêve et de la biographie de Peter Gay. Je ne suis pas, que je sache, ambitieux, affirme Freud, pour interpréter l'un de ses rêves. Pourtant c'est le même homme qui, à la même époque, mais en situation privée, parle de lui comme d'un conquérant. À son ami Wilhelm Fleiss, il écrit en 1900 : « Je ne suis ni un véritable homme de science, ni un observateur, ni un expérimentateur, ni un penseur. Par tempérament, je ne suis qu'un conquistador, un explorateur si tu préfères ce terme, avec toute la curiosité,
l'audace et la ténacité qui caractérisent cette sorte d'homme. Biographiquement, tout prouve que Freud a été un enfant, un adolescent, puis un adulte ambitieux. Tout d'abord, parce que sa famille a eu beaucoup d'ambition pour lui. Fils d'un père négociant, faisant le commerce des laines, il a toujours bénéficié d'une éducation, d'une attention et d'un soin particulier de la part de ses parents, Jacob et Amalia. Cette attention était même sélective, car ses frères et sœurs n'ont pas bénéficié des mêmes privilèges que lui. Peter Gay dit de lui qu'il était le favori avoué de toute la famille, et rappelle que, d'après sa sœur Anna, quelles qu'aient pu être les difficultés matérielles du moment, il avait toujours une chambre à lui. Toute la famille faisait en sorte de préserver la tranquillité du jeune homme qui menait des études brillantes. La famille admettait tranquillement l'autoritarisme du jeune garçon et s'appliquait à le confirmer dans son sentiment d'être quelqu'un d'exceptionnel. Quand ses exigences se heurtaient à celles d'Anna ou des autres, on lui donnait sans discuter la préférence. Ainsi, lorsque plongé dans ses livres de classe, il se plaignit d'être dérangé par les leçons de piano d'Anna, le piano disparut à jamais. Sa sœur et sa mère le regrettèrent amèrement, mais sans vraiment lui en vouloir. Les Freud devaient compter parmi les très rares familles bourgeoises d'Europe centrale à ne pas posséder de piano. Mais ce sacrifice n'était rien en regard du glorieux avenir promis à l'élève studieux et brillant. Encouragé, protégé, soutenu et gratifié par sa famille, il était aussi scolairement reconnu et voyait ses dispositions ambitieuses légitimées par l'institution scolaire. Ambitieux, apparemment plein d'assurance, excellent élève et lecteur vorace, Freud adolescent avait toutes les raisons de croire que s'ouvrait devant lui une carrière brillante, à la mesure de ce que la réalité lui permettait d'accomplir. Au lycée, écrit-il, résumant brièvement ses années d'études, j'ai été premier de ma classe. 7 ans d'affilée, jouissant d'une position privilégiée et n'étant pratiquement jamais soumis à un examen. Les bulletins de notes qu'il a gardés rendent régulièrement hommage à sa conduite exemplaire et à son remarquable travail. Ses parents lui prédisaient naturellement un illustre avenir et d'autres, comme son professeur de religion, Samuel Hammerschlag, abondaient volontiers dans son sens, confirmant leurs tendres et extravagants espoirs. 3 anecdotes portant sur l'enfance condensent cette promesse de réussite. Tout d'abord, depuis sa plus tendre enfance, Freud a entendu raconter qu'une vieille paysanne avait prophétisé à la mère heureuse de son premier-né qu'elle avait fait cadeau au monde d'un grand homme. Freud raconte cette anecdote, mais ne semble pas prendre conscience que ce mythe du grand homme a été amplifié familialement et n'est que le signe d'une volonté familiale de faire réussir l'enfant. De nombreuses vieilles femmes ont certainement dit la même chose à bien d'autres mères de famille. Mais il faut cependant se demander pourquoi les parents ont raconté à de nombreuses reprises cet épisode. À ma naissance, comme je l'ai souvent entendu raconter dans mon enfance. Un autre épisode dont il se rappelle est celui où, à l'âge de 11 ou 12 ans, il est avec ses parents dans une auberge. Un homme passait de table en table et improvisait des vers à la demande en échange de quelques pièces. L'enfant fut envoyé pour faire venir l'homme à la table, et celui-ci, avant toute demande, lui dit quelques vers qui disaient qu'il pourrait devenir un jour ministre. C'était l'époque très libérale, où un gouvernement bourgeois avait été instauré entre l'Autriche et la Hongrie. Et parmi les ministres figuraient même quelques juifs, ce qui redonnait de l'espoir et de l'ambition aux jeunes juifs scolarisés. Les 2 événements étaient visiblement liés dans la tête de Freud. Mais, une fois encore, se rappeler un tel événement circonstancié
ne fait que signaler le sol dispositionnel sur lequel celui-ci prenait tout son sens. Enfin, quand on voit la manière dont il raconte avoir réagi à l'histoire d'une humiliation vécue par son père, on saisit encore un peu mieux les dispositions ambitieuses qui étaient fermement ancrées en lui. Freud raconte que vers l'âge de 10 ou 12 ans, son père faisait des promenades avec lui et lui racontait des événements de son enfance. Il lui dit un jour qu'à son âge, il était allé se balader avec un bonnet de fourrure tout neuf sur la tête, et qu'un chrétien vint vers lui, fit tomber le bonnet au sol, dans la boue, en criant « Juif, descends du trottoir !» Le fils lui demande ce qu'il fit, et le père lui répond être simplement descendu sur la chaussée et avoir ramassé son bonnet. Freud est alors déçu par cette réaction. Elle ne lui semble pas héroïque de la part de l'homme grand et fort qui menait par la main le petit bonhomme qu'il était. À cette scène, il oppose mentalement celle qu'il avait apprise à l'école, où le père d'Hannibal, auquel il s'identifie, il parle d'un véritable engouement pour le général carthaginois, fait jurer à son fils de se venger des Romains. Freud veut être cet Hannibal qui prend le pouvoir et tente de prendre Rome. C'est un juif qui veut être un grand homme et un conquérant dans un monde qui ne lui est pas favorable. Les ambitions et les désirs de grandeur, les désirs de venger sa famille comme les juifs, se forment très tôt. Et ce sont des sentiments qui se renforcent d'année en année, à travers 1000 expériences dont personne n'est jamais en mesure de se souvenir intégralement. À travers ces scènes isolées et sélectionnées par la mémoire de Freud, ce que l'on appréhende, ce sont les dispositions ambitieuses qui se sont installées très tôt et n'ont cessé par la suite d'être confirmées, renforcées ou contrariées par des séries d'expériences dont on ne saisit que quelques moments.